Cette nuit-là, je connaissais déjà la vérité, mais j'ai décidé de me taire. Il était près de 2 heures du matin, quand j'ai entendu la clé chercher laborieusement la serrure. Ce bruit, ce grincement de métal contre métal, ces tentatives hésitantes pour trouver le trou de la serrure, je l'avais déjà entendu, et ce, plus d'une fois, au cours des derniers mois. Autrefois, je bondissais du lit, j'allais ouvrir la porte, je lui demandais si tout allait bien, je lui proposais de l'eau, et je l'abordais dans son lit. Autrefois, j'étais exactement ce genre de mari, celui qui attend sagement. Mais aujourd'hui, je restais simplement allongé sur le canapé du salon, dans l'obscurité totale, la télévision en sourdine, les yeux fixés sur le plafond. Si je ne dormais pas, ce n'était pas par inquiétude. J'avais cessé de m'inquiéter pour Camille, du moins, de la manière dont s'inquiète un homme amoureux. L'inquiétude implique encore de l'espoir. Et mon espoir, à moi, s'était éteint il y a 3 semaines. C'était un mardi ordinaire, quand son téléphone a vibré sur la table de la cuisine, juste à côté de ma tasse de café, et que l'écran s'est allumé l'espace d'une seconde. Un seul message, 3 petits mots, et un emoji. Je n'avais pas l'intention de lire, mon regard s'est simplement posé là par hasard, comme c'est toujours le cas, avec ces petites choses qui finissent par tout changer. Je n'ai pas déverrouillé son téléphone, et je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement déposé ma tasse dans l'évier, je suis sorti sur le balcon, et je suis resté là pendant 20 minutes, à contempler la ville. Ensuite, je suis rentré, je me suis assis devant mon ordinateur, et j'ai commencé à me souvenir, car un tel message n'est jamais le commencement. C'est toujours la fin de quelque chose qui a commencé bien plus tôt. Et quand j'ai commencé à me remémorer les faits, de façon honnête, sans cet aveuglement que nous cultivons tous si tendrement dans un mariage heureux, le puzzle s'est reconstitué avec une rapidité effrayante. Ces retards au bureau, devenus si fréquents depuis 6 mois. Cette nouvelle habitude de s'enfermer dans la salle de bain, avec son téléphone à la main. Cette distance, légère, presque imperceptible, qui s'était installée dans nos conversations. Elle répondait toujours à mes questions, mais elle avait cessé de m'en poser. Elle avait cessé de s'intéresser à ma journée, non pas par fatigue, mais parce que ses pensées étaient ailleurs, occupées par quelque chose, ou par quelqu'un d'autre. J'ai vécu 3 semaines avec cette certitude. 3 semaines à ses côtés, à partager la même table, le même lit, la même voiture, à sourire, à discuter, sans jamais lui laisser deviner qu'une chose avait changé. Les gens sous-estiment souvent la capacité d'un homme calme, surtout lorsqu'il a tout le temps de réfléchir. La porte s'est enfin ouverte. Elle est entrée, et j'ai immédiatement tout compris, avant même qu'elle n'allume la lumière dans l'entrée. Elle portait une chemise bleue, manifestement coupée pour un homme, large d'épaules, dont les boutons avaient été attachés à la hâte, avec un décalage évident. Sa propre blouse, un chemisier en soie blanche, celui-là même qu'elle portait en partant 8 heures plus tôt, était soigneusement plié et serré dans sa main, telle une pièce à conviction dont on ne sait que faire. L'odeur d'un parfum d'homme, une fragrance lourde, boisée, qui ne ressemblait en rien à la mienne, m'a frappé bien avant qu'elle n'ait pu prononcer le moindre mot. Elle ignorait que je me trouvais dans le salon. Elle pensait que je dormais. C'est pourquoi, pendant les premières secondes, je l'ai observée depuis l'obscurité. Je l'ai regardée retirer ses talons, grimacer de soulagement, puis réajuster ses cheveux, devant le miroir de l'entrée. Il n'y avait pas la moindre once de culpabilité dans ses gestes, seulement de la fatigue, mêlée à quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. « Tu t'es bien amusé ?» ai-je demandé. Elle s'est retournée brusquement. Sa main, qui tenait la blouse, a eu un mouvement de recul vers le haut. Un geste instinctif, comme si elle tentait de dissimuler quelque chose. « Mon Dieu, tu m'as fait peur » a-t-elle soufflé en riant. Son rire, cependant, a résonné un peu trop fort. « Pourquoi restes-tu assis dans le noir ?» Je regardais la télévision, et j'ai dû m'assoupir, ai-je répondu en haussant les épaules, avant d'indiquer la chemise du menton. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Ah, ça. » Elle a baissé les yeux. Et dans ce regard fuyant, j'ai perçu le rouage rapide, presque imperceptible, de son esprit. Une fraction de seconde lui a suffi pour inventer son alibi. Un collègue a renversé du vin rouge sur moi, en plein sur ma blouse. Tu imagines la catastrophe? Laurent, le directeur, m'a prêté sa chemise de rechange. Il en garde toujours une au bureau. C'était vraiment gênant. Laurent.
Elle a prononcé son prénom avec beaucoup trop d'aisance. C'est exactement de cette manière que l'on prononce le nom des personnes que l'on s'est longuement entraîné à mentionner, justement pour ce genre de contexte. Je comprends, ai-je dit. C'est dommage pour la blouse. Oui, mais ça partira au lavage, je suppose. Elle a souri à nouveau, puis a fait un pas vers le couloir. Je vais prendre une douche et aller dormir, d'accord? J'ai un mal de crâne terrible. Camille. Quelque chose dans le ton de ma voix l'a stoppé net. Ce n'était pas le volume, car je parlais doucement. C'était autre chose. Peut-être cette absence totale d'intonation. Ou peut-être le fait que, pour la première fois de la soirée, je la fixais droit dans les yeux. Où est ton alliance? Elle s'est figée. Elle me tournait le dos. Ses épaules se sont légèrement soulevées, d'1 millimètre à peine, avant de se pétrifier. 3 secondes d'un silence absolu se sont écoulées, 3 secondes durant lesquelles j'ai entendu bien plus de choses que lors de toutes nos conversations des 6 derniers mois. Ce n'était pas un simple mensonge, c'était de la panique à l'état pur, car la bague était bel et bien sur son doigt lorsqu'elle était partie. Je l'avais vérifié exprès au moment où elle franchissait la porte, sachant très bien que j'y prêterais attention. Mais maintenant, l'annulaire de sa main gauche était complètement nu. Elle doit être dans mon sac à main, a-t-elle murmuré, sans même se retourner. Je l'ai retirée pour me laver les mains, et j'ai oublié de la remettre. Bien sûr, ai-je répondu. Elle s'est enfermée dans la salle de bain, l'eau a commencé à couler, et je suis resté assis dans le noir, dans le silence le plus total, le cœur parfaitement apaisé. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était simplement que je venais enfin d'obtenir l'ultime pièce du puzzle. Je ne cherchais pas la preuve de sa culpabilité, mais bien la preuve de son choix. Elle avait choisi de mentir. Même lorsqu'elle aurait pu garder le silence, elle avait opté pour le mensonge, avec une aisance habituelle, sans la moindre hésitation. Je me suis levé, j'ai rejoint l'entrée, et, tandis que l'eau résonnait derrière la porte close, j'ai cherché son manteau sur le porte-manteau. J'ai glissé discrètement ma main dans sa poche. L'alliance était là, froide, minuscule, et tout aussi paisible que je l'étais moi-même. Je l'ai remise à sa place, je suis retourné sur mon canapé, et j'ai commencé à préparer mon plan. Je n'ai pas fait de scène, je n'ai pas hurlé, je n'ai pas posé de questions la voix tremblante à 3 heures du matin, je n'ai rien jeté à travers la pièce, et je n'ai pas exigé d'explications en larmes. Tout cela aurait été bien trop simple, beaucoup trop humain, et tellement prévisible. Et surtout, cela lui aurait donné l'occasion de se poser en victime face à ma colère, de détourner l'attention de ses propres actes, pour la braquer sur mon comportement. J'avais vu ce scénario se dérouler bien trop souvent, chez des amis, ou chez des connaissances, lors de ces récits racontés autour d'une table, avec l'air grave de ceux qui ont survécu à une guerre. Le mari s'emporte, la femme s'effondre en larmes, et finalement, c'est lui qui finit par s'excuser pour avoir réagi de manière excessive. Non, cette comédie dramatique n'était clairement pas faite pour moi. Au lieu de cela, j'ai passé les 2 semaines suivantes à être le mari modèle. Probablement le meilleur des maris, sur l'ensemble de nos 8 années de mariage. Je me levais avant elle, et je lui préparais son café exactement comme elle l'aimait, parfumé à la cardamome, sans sucre, servi dans sa petite tasse blanche. Je lui posais des questions sur ses journées, et j'écoutais ses réponses avec une attention qu'elle ne méritait plus depuis bien longtemps, pour être tout à fait franc. Je lui achetais des fleurs, en dehors de toute occasion spéciale, un jeudi ordinaire, en lui disant simplement « Je les ai vues en passant, et j'ai pensé à toi ». Un soir, j'ai même réservé une table dans le restaurant que nous fréquentions la première année de notre relation, et je l'ai regardé s'étonner, rougir, se sentir coupable, tout en continuant à me cacher la vérité. C'était là une information capitale. Cela prouvait qu'elle était capable de vivre avec sa culpabilité, qu'elle ne craquerait pas d'elle-même. Et qu'il me fallait donc agir, non pas sur sa conscience, mais sur sa situation matérielle. Camille a commencé à baisser la garde aux alentours du 5e jour. Je l'ai remarqué à la façon dont elle a cessé de surveiller son téléphone en ma présence, au retour de cette légère désinvolture dans ses gestes, et à la manière dont elle s'est remise à scroller tard le soir sur les réseaux sociaux, sans chercher à se cacher. Elle en avait déduit que l'orage était passé, que je n'avais rien vu, ou alors que j'avais remarqué quelque chose, mais que je préférais fermer les yeux, comme le font beaucoup d'hommes qui redoutent la vérité plus que le mensonge. Elle avait pris ma gentillesse pour de l'aveuglement.
Ce fut sa plus grave erreur, car pendant ces 2 semaines, j'accomplissais autre chose, dans l'ombre, avec méthode, et sans précipitation. Ma première démarche a été de rencontrer notre notaire, Maître Moreau, un homme d'un certain âge, extrêmement méticuleux, qui avait rédigé notre contrat de mariage 8 ans auparavant. Camille était présente lors de cette fameuse signature, elle avait paraphé tous les documents, mais, comme je m'en doutais depuis longtemps, elle n'avait jamais pris la peine de lire le texte dans son intégralité. Elle me faisait confiance, ou pour être plus exact, elle était bien trop centrée sur sa propre personne pour se soucier des clauses juridiques. Maître Moreau m'a exposé chaque point de manière détaillée, et la situation correspondait exactement à mes souvenirs, voire mieux. L'appartement dans lequel nous résidions était à mon nom, bien avant notre union, puisqu'il s'agissait d'un bien hérité. Mon entreprise principale, une petite société de logistique très rentable, était enregistrée au nom de ma mère. Officiellement avec son accord, grâce à un montage financier mis en place dès les premières années d'activité. D'un point de vue purement légal, notre patrimoine commun se réduisait à peau de chagrin, un véhicule à son nom, quelques comptes bancaires, et le mobilier. Pendant 8 ans, Camille avait vécu avec la certitude qu'en cas de séparation, elle obtiendrait la moitié de tout. Dans les faits, elle ne repartirait qu'avec sa voiture et ses souvenirs. J'ai remercié Maître Moreau, je lui ai demandé de préparer les documents nécessaires pour le divorce, en insistant sur la nécessité d'une discrétion absolue. En parfait professionnel du droit, il a hoché la tête, sans poser la moindre question supplémentaire. Le deuxième appel a été bien plus complexe à gérer. Non pas techniquement, mais sur le plan moral. J'ai longuement fixé ce numéro, que j'avais réussi à obtenir sans grande difficulté. Puis, j'ai rangé mon téléphone, je suis sorti prendre l'air, j'ai marché pendant 20 minutes dans le froid, je suis rentré, et j'ai enfin composé le numéro. Elle s'appelait Nathalie, c'était l'épouse de Laurent, ce fameux directeur dont ma femme portait la chemise la nuit de son retour. Je ne connaissais pas Nathalie personnellement, mais je savais qu'elle partageait la vie de Laurent depuis près de 20 ans, qu'ils avaient 2 enfants, et qu'elle détenait des parts dans la société où travaillait Camille, l'entreprise ayant été fondée grâce à ses propres fonds. J'ai parlé avec calme, sans la moindre pointe de cruauté, sans aucune hystérie. Je n'ai énoncé que les faits dont j'étais absolument certain, et je lui ai envoyé par courriel uniquement les éléments que je pouvais prouver, les captures d'écran des messages que j'avais pris soin de copier ce fameux mardi, lorsque le téléphone avait vibré près de ma tasse. Ces preuves dormaient depuis 3 semaines dans un dossier crypté, en attendant l'heure fatidique. Nathalie a écouté dans un silence respectueux, sans jamais m'interrompre. Lorsque j'ai terminé mon récit, elle a simplement prononcé un « merci de me l'avoir dit » d'une voix parfaitement égale, presque professionnelle. J'ai alors compris que, pour elle non plus, la nouvelle n'était pas une surprise totale. Seulement voilà, elle détenait désormais les munitions nécessaires pour passer à l'action. Les femmes qui ont enduré en silence pendant longtemps deviennent redoutables lorsqu'elles prennent une décision. Le vendredi suivant, Laurent a envoyé un message à Camille pour lui annoncer que tout était terminé entre eux. Je l'ai deviné de manière indirecte, en la voyant passer toute la soirée enfermée dans notre chambre, tandis que son téléphone ne cessait de vibrer au rythme de courts messages. Le samedi matin, au petit déjeuner, elle avait les yeux rougis, et les lèvres pincées par la nervosité. Je lui ai servi son café à la cardamome, et je lui ai demandé comment elle se sentait. « Tout va bien », a-t-elle répondu. « Je suis juste un peu fatiguée. »« Je vois », ai-je rétorqué, en lui adressant un léger sourire. C'est le dimanche soir qu'elle a enfin trouvé le courage de parler. Nous dînions tranquillement, j'avais cuisiné des pâtes, débouché une bouteille de vin, et allumé une bougie, car c'était précisément l'atmosphère qu'il me fallait instaurer. Et elle m'a observé longuement, avec le regard grave de quelqu'un qui s'apprête à plonger dans une eau glaciale. « Il faut que je te dise quelque chose », a-t-elle murmuré, la voix tremblante. J'ai posé ma fourchette, et je l'ai regardée avec attention, presque avec tendresse. « Je sais », ai-je prononcé doucement. Elle s'est pétrifiée sur sa chaise. « Je sais absolument tout, Camille. Et ce, depuis 3 semaines. » Le silence s'est étiré entre nous, semblable à une fissure sur une vitre, d'abord minuscule, mais irrémédiable. Elle a entrouvert les lèvres, puis les a refermées. Une multitude d'émotions a traversé son regard, du soulagement, de la terreur, et une pointe de honte, cette honte qui se manifeste toujours trop tard pour pouvoir changer le cours des choses. Avec un calme imperturbable,
j'ai sorti un dossier de sous la table, et je l'ai déposé près de son assiette. Une chemise cartonnée blanche, un marque-page bleu, et le nom de Maître Moreau gravé sur la première page. J'attendais simplement, ai-je repris en saisissant ma fourchette, que tu t'en rendes compte par toi-même. La procédure de divorce a été d'une rapidité exemplaire. Non pas parce qu'elle s'est laissée faire, bien au contraire, elle a lutté de toutes ses forces. Les 2 semaines qui ont suivi ce fameux dîner dominical ont été jalonnées de larmes, d'accusations, et de tentatives de dialogue qui commençaient toujours par un « je peux tout expliquer », pour s'achever inexorablement par le claquement d'une porte. Elle m'appelait au beau milieu de la nuit, elle m'envoyait d'interminables messages, que je lisais d'un œil distant, avant de ranger mon téléphone. Un jour, elle s'est même présentée devant mon bureau, et elle a patienté près d'1 heure devant la porte. Je l'observais depuis la fenêtre du 3e étage, je la voyais grelotter dans le froid, piétiner sur place, le regard rivé sur l'entrée du bâtiment. J'ai attendu qu'elle se résigne à partir, avant de daigner descendre. Ce n'était nullement un acte de cruauté. C'était simplement la conscience d'un fait indéniable, à ce stade précis, discuter avec elle ne relevait plus de l'échange, mais de la négociation. Et lorsque vous avez déjà remporté la négociation, il est totalement inutile de s'asseoir à la table des débats. Elle a engagé un avocat, un homme jeune, plein d'énergie, muni d'un porte-documents de luxe, et doté d'une poignée de main forte assurée. Il s'est présenté à l'étude de Maître Moreau, arborant l'attitude belliqueuse d'un soldat prêt à monter au front. Maître Moreau s'est contenté de glisser notre contrat de mariage devant lui, lui laissant le temps de l'étudier, tandis qu'il se servait silencieusement une tasse de thé. Le jeune avocat a lu le document avec une grande attention, il est revenu sur certaines clauses spécifiques, puis il a levé les yeux vers sa cliente, Camille, qui siégeait face à lui, le dos bien droit dans son manteau sombre. Et dans ce regard, j'ai décelé exactement ce que je cherchais, cet instant précis où un professionnel du droit réalise que la bataille est perdue d'avance. J'ai conservé l'appartement. J'ai gardé le contrôle total de mon entreprise. Nos comptes communs, quant à eux, contenaient des sommes dérisoires. Camille est repartie avec son véhicule, une petite berline grise achetée à son nom 3 ans plus tôt, ses affaires personnelles, ses bijoux, et une soulte financière sur laquelle nous nous sommes mis d'accord sans le moindre éclat de voix. Elle aurait pu s'obstiner, étirer la procédure sur de longs mois, et tenter de contester notre contrat devant un tribunal. D'ailleurs, à en juger par son attitude, c'était précisément la stratégie que son avocat lui recommandait. Mais elle y a renoncé. Elle a paraphé l'ensemble des actes le jour même, le regard baissé, serrant son stylo avec une force excessive. Je l'ignorais, et je n'avais de toute façon aucune envie de savoir quel tumulte intérieur la rongeait à ce moment précis. Ses émotions n'étaient plus de mon ressort. Quant à Laurent, sa situation n'avait plus rien à voir avec le conte de fées que l'imagination de Camille avait probablement tissé. Nathalie s'était révélée être exactement la femme que sa voix au téléphone laissait présager, une personne dotée d'une détermination de fer, d'une froideur implacable dans ses actions, et d'une rigueur absolue dès lors qu'il s'agissait de protéger ses intérêts financiers et sa réputation. Dès le lendemain de notre conversation téléphonique, elle avait lancé une procédure de divorce à l'encontre de Laurent. Et dans la mesure où le capital de départ de la société provenait exclusivement de sa propre fortune, c'est elle qui, lors du partage des biens, a récupéré les parts majoritaires de l'entreprise. Laurent n'avait conservé son titre de directeur qu'à titre purement honorifique. Dans les faits, chacune de ces décisions était désormais soumise à l'approbation d'un conseil d'administration, au sein duquel la voix de Nathalie dictait la loi. Des rumeurs racontaient qu'il avait tenté de renouer avec Camille après ce naufrage, qu'il s'était croisé brièvement à la terrasse d'un café. Qu'il était apparu les hagards, complètement déboussolé, et qu'il lui aurait juré qu'il suffisait de faire le dos rond, que la tempête allait passer, et qu'il finirait par trouver une issue favorable. D'après les mêmes rumeurs, Camille avait déserté le café bien avant qu'il n'ait eu le temps de finir sa tasse. Même dans cette fuite, je n'y ai perçu aucune noblesse d'âme, mais simplement le froid calcul d'une stratège, ayant compris qu'elle avait misé sur le mauvais cheval. Je n'éprouvais aucune jubilation malsaine. Il est primordial de bien le comprendre. Le ressentiment est une émotion. Or, à ce stade de ma vie, je m'étais déjà largement affranchi de toute forme de passion. Je ressentais cette paix singulière qui envahit l'homme venant d'achever une tâche longue et éreintante, ce n'était pas de l'allégresse. Mais le sentiment profond du devoir accompli, l'accueil de ce silence si particulier, celui qui s'installe lorsque l'on n'attend plus rien, et que l'on n'a plus rien à protéger.
Mon quotidien a commencé à se reconstruire, de manière lente, discrète, mais avec une remarquable solidité. J'ai réagencé le mobilier de l'appartement, et je me suis débarrassé de ces nombreux bibelots qui m'agaçaient depuis des années, mais auxquels elle tenait tant. Je me suis inscrit à la salle de sport, pour occuper ces longues heures du soir, autrefois dédiées à nos dîners conjugaux. Je me suis offert une escapade en solitaire, 4 jours d'errance dans une ville inconnue, sans itinéraire préétabli, me contentant de flâner et d'observer les passants. Ce fut sans aucun doute la décision la plus salvatrice que j'ai prise depuis bien des années. Un mois après la signature définitive des papiers, son nom s'est affiché sur mon téléphone. C'était un mercredi soir, à une heure assez tardive. J'ai dévisagé l'écran lumineux pendant quelques instants, avant de décrocher. Je ne l'ai pas fait par désir de converser, mais par simple principe, jugeant que c'était la chose correcte à faire. Le point final d'une histoire mérite d'être posé consciemment, et non pas relégué dans la liste des appels manqués. Au bout du fil, sa voix était frêle. Elle avait perdu tout ce qui constituait autrefois cette carapace que je lui connaissais si bien. Cette désinvolture assurée, avec laquelle elle parvenait toujours à capter l'attention d'une pièce, ou à monopoliser la conversation, avait totalement disparu. Elle s'exprimait avec une lenteur prudente, pesant chaque syllabe, à l'image d'une personne qui, malgré de longues répétitions, doute encore de sa capacité à affronter la réalité. « Tu avais tout planifié », a-t-elle fini par lâcher. Ces mots ne sonnaient pas comme une accusation, mais comme un simple constat, teinté d'une forme de respect amer qu'elle ne parvenait pas tout à fait à dissimuler. J'ai laissé passer une seconde de silence. Non, ai-je rétorqué. Et c'est la stricte vérité. Je n'ai absolument rien planifié, Camille. Je t'ai simplement laissé la liberté d'accomplir ce que tu avais déjà choisi de faire. Et crois-moi, c'est très différent. Elle n'a pas répondu immédiatement. J'entendais le rythme de sa respiration, régulier, mais excessivement contrôlé, comme celui d'une personne qui s'accroche à ses dernières forces. Tu aurais pu me le dire, a-t-elle murmuré, la voix brisée. Ce soir-là, en rentrant. Tu aurais simplement pu m'en parler. C'est vrai, ai-je reconnu. Mais tu m'aurais menti, et ça, nous le savons tous les deux. Un nouveau silence s'est installé, un silence pesant, étouffant, chargé de tous ces regrets qui ne pouvaient plus être ni effacés, ni réparés. Est-ce que tu m'as aimé, a-t-elle demandé. C'était la seule et unique question de notre échange pour laquelle je n'avais pas préparé de réponse. Non pas par ignorance, mais parce que la vérité était à la fois d'une limpidité cruelle, et d'une ampleur bien trop vertigineuse pour être confessée au téléphone, un mercredi soir. Oui, ai-je avoué. Vraiment beaucoup, et pendant de longues années. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai su, avec autant de certitude, à quel moment tout s'était arrêté. Elle n'a plus jamais rappelé. Le lendemain matin, j'ai récupéré l'alliance, cette bague que j'avais glissée dans ma poche la nuit de sa douche expéditive. Je l'avais conservée à l'abri, dans un petit pochon en velours, au fond du tiroir de mon bureau. Ce n'était ni un trophée de guerre, ni un macabre souvenir de notre passé. C'était simplement un objet qui lui appartenait, et qui devait naturellement lui revenir. Je l'ai inséré dans une petite enveloppe, sur laquelle j'ai soigneusement calligraphié l'adresse de son nouvel appartement. Une adresse que des amis communs m'avaient transmise. Sans que je ne le demande. L'information avait simplement surgi au détour d'une conversation, et s'était ancrée dans ma mémoire. J'ai cacheté l'enveloppe, sans y glisser le moindre mot, ni la moindre explication. Certains actes se passent aisément de justification. Elle avait pris la décision de retirer cette bague, de son propre chef, en toute conscience, un soir bien précis, dans un lieu bien précis, et pour un homme bien précis. C'était son choix exclusif, opéré dans le plus grand secret, à l'abri des regards, et prétendument sans conséquence, du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais la liberté de choisir implique inévitablement d'en assumer le prix. Et parfois, les conséquences n'explosent pas sous la forme de cris déchirants ou de scènes de ménage, mais prennent les traits d'une enveloppe muette, dépourvue d'adresse de retour, qui vous attend patiemment sur le paillasson, par un beau matin ordinaire. En me rendant au bureau, je me suis arrêté au guichet de la poste, j'ai confié la missive à l'employé, puis je suis ressorti à l'air libre. Le soleil brillait avec une intensité rare, presque insolente, pour cette période de l'année. Je me suis immobilisé un instant, j'ai levé le visage vers le ciel, et j'ai savouré cette chaleur bienfaisante, cette sensation charnelle,
si simple, et si merveilleusement vivante. Puis, j'ai repris ma route. Une nouvelle journée s'offrait à moi, et pour la première fois depuis des années, elle m'appartenait entièrement.